Essayez de faire quelque chose, vous n'allez pas y arriver, réessayez, vous n'y arrivez probablement pas et peut-être un jour vous y arriverez. Juste pour que les gens sachent, il n'est pas du tout au courant et c'est ça qui est très Du tout. Là, vraiment, on se rend compte que ça n'existe pas, donc on s'est dit on va le faire. Owen l'a découvert et puis après il m'a harcelé en disant la data, c'est le fuel de l'IA. Et l'IA, on sait que c'est en train d'exploser. Il y a 2 ans, totalement en sous-marin, donc on commence à bosser là-dessus. Bonjour à tous, c'est William Simonin de Tada pour le Crypto Daily. Let's go. Salut William. Salut Benjamin. Comment tu vas? Très bien et toi? Merci d'être venu. Avec plaisir. De si loin. Ça va, 1h30. Ça se fait 1h30, ah, ça va. Franchement, c'est tranquille les Bahamas. Ouais. Pour la petite histoire, en fait, il nous parlait de... William vient de Metz. C'est bien ça, je me trompe pas ou du moins. Tu habites à Metz. Je viens de Corse et j'habite à Metz. Bien sûr. Et donc tu comparais Metz aux Bahamas. Exactement. Pour la température et tout. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je m'appelle William Simonin, j'ai 30 ans, j'ai un parcours assez particulier parce qu'effectivement, je viens de Corse, j'ai pas mal voyagé et ça fait un peu plus de 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, J'ai un background informatique à la base de l'école Epitech et j'ai également passé un master d'école de commerce anglais. Et ensuite? Histoire assez marrante, j'ai croisé en fait le parcours d'un entrepreneur au Luxembourg qui avait monté pas mal de startups très très jeunes et qui en fait m'a donné envie d'entreprendre. Donc l'histoire, c'est que je lui ai posé quelques questions sur sa carrière, sur comment est-ce qu'il a fait pour réussir autant de choses assez tôt. Et en fait, il m'a dit, je vous écoute les jeunes, vous avez tous plein d'idées, mais vous faites jamais rien. Okay. Je vous entends parler, un jeu vidéo, un ci, à là, essayez de faire quelque chose, vous n'allez pas y arriver, réessayez, vous n'y arrivez probablement pas et peut-être un jour vous y arriverez. Puis moi, naturellement, alors à l'époque, je crois que je devais avoir 21 ou 22 ans, je lui dis, mais c'est facile pour toi, tu t'y connais en business, tu as réussi à avoir de l'argent, tu as des avocats, tu connais le process, etc. Mais moi, c'est pas pareil. Il me dit, ouais, c'est bien, tu t'es fait ta petite liste d'excuses, mais en attendant, commence, parce que si tu fais rien, tu n'auras jamais rien. On est en quelle année à ce moment-là? On est en 2013-2014. Okay. Et du coup, je me suis fait la promesse que la prochaine idée que j'aurai, je la ferai vraiment. Donc de là, on est quelques trimestres, années après, je suis avec des amis et on regarde un film qui s'appelle Iron Man, que tu as probablement vu. On voit du coup dans ce film Jarvis, l'intelligence artificielle qui contrôle tout à la voix. Et on se dit, tiens, ça c'est génial, on va en acheter un pour notre appartement. Donc on est bien... un Jarvis. On va acheter un Jarvis. Okay. C'était le plan. On va sur Internet, on cherche bêtement. Alors c'était bien avant Amazon Alexa, c'était bien avant Google Home. Oui, c'est ça, il n'y a pas tout ça. C'était à peine les débuts de Siri à l'époque. Okay. Et du coup, on se rend compte que ça n'existe pas, donc on s'est dit, on va le faire. Donc là, on revient en France, on était en Angleterre à cette époque-là. Ok, t'as vécu en Angleterre un moment? Ouais, okay. Je suis resté 1 an. Et du coup, on a créé la première société qui s'appelle Vivoca. Ok, c'était quoi c'est quoi Vivoca? L'histoire de Vivoca, donc au début, on va pour créer notre propre Jarvis à nous. On lève des fonds, j'appelle tous mes potes en disant, bon les gars, maintenant il y a besoin de vous, donc on recrute une Dream Team. On crée notre Jarvis à nous qui s'appelait Zach. C'était un petit hologramme qui pouvait contrôler toute la domotique d'une maison. Très rapidement, on intéresse les hôtels. D'accord. Des marques du groupe Accor, les Villas Coegui, groupe Néo, etc. Et là, tout de suite, il y en a des hôtels dans le plan. Pas mal de choses. On fait les premiers POC, pilotes. On est à peu près dans des phases de pré-déploiement jusqu'au Covid. Alors attends, excuse-moi. On est en quelle année avant Covid? Tout ça, tu fais 2019, 2020? Ouais, je crois que 2014, on commence à bosser sur le projet. 2015, on crée officiellement la société. On a les premiers POC. Et on commence à se développer pendant 5-6 ans jusqu'à arriver au Covid. On avait un produit qui était fonctionnel. D'accord. Et à ce moment-là, donc, le Covid en fait, a changé diamétralement la direction de la société. On se rend compte très rapidement que phase de Covid, on n'allait plus vendre beaucoup de choses aux hôtels parce que n'y avait plus de clients. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Par contre, en fait, on s'est mis à écouter le marché. Et on avait vu qu'il y avait énormément du coup, de verticales, de domaines qui étaient intéressés non pas par notre produit, mais par notre technologie, par nos solutions de reconnaissance vocale. Du coup, on commence à creuser un peu avec eux et on passe d'une société qui vend des produits à une société qui vend une solution, un logiciel qu'on appelait le VDK, le Voice Development Kit, qui permet en fait à n'importe quelle entreprise d'intégrer une interface vocale dans un produit. Ça peut être un robot, ça peut être un cockpit d'avion, ça peut être un casque, ça peut être n'importe quoi. Okay. Ça fonctionne en 40 langues, ça fonctionne sans Internet. Du coup, assez rapidement, on scale grâce à ce produit. Et on exporte aujourd'hui à 70 à 80% de notre chiffre d'affaires dans des pays comme UK, US, de plus en plus d'Asie et en gros l'international. Comme ça, grâce au Covid au final. Grâce au Covid, effectivement, on a fait cette adaptation. Alors, la deep tech, l'intelligence artificielle qu'on avait créée depuis le début, en fait, c'est la même qu'on a améliorée. Mais alors déjà, c'est beaucoup plus simple de scale une société dans le logiciel que dans le hardware.
Bien sûr. Sur tous les domaines, que ce soit de la distribution, que ce soit pour la scalabilité, que ce soit pour la logistique, etc. Et également, ça répondait à un besoin qui a lieu dans énormément de secteurs. Donc ça, c'était la ligne directrice, on va dire, de la société principale. On en a créé d'autres avec mon frère, avec notre écosystème. Just Mining s'appelle maintenant Meria, où tu en avais déjà parlé. C'est vrai, tu es associé aussi de Just, tout à fait. Meria. Voilà, à l'initiative au tout début, donc Owen était à l'EDEC. Okay. Donc Owen, connu sous le nom d'Asher aujourd'hui, était à l'EDEC. Il vient faire un stage du coup chez nous en 2015-2016, quelque chose comme ça. Il vient faire un stage chez Vivoca. Ouais. Comment ça s'est passé En fait, au tout début, moi je viens d'un parcours à la Bastec, lui beaucoup plus commercial, il était à l'EDEC. Okay. Très rapidement, du coup, dès qu'il y avait une possibilité, je lui ai dit écoute, viens. Et c'est là, en fait, c'est à peu près dans ce timing-là qu'il a découvert les crypto-monnaies, qu'il a été vraiment mordu en disant attends, mais il faut faire ça très rapidement. Et c'est de là qu'on a créé Just, puis Descoin, puis les autres boîtes du groupe. Vous avez combien d'années d'écart avec ton frère ? 4. Ok, bon, ça va. Okay, oui. Aujourd'hui, avec Vivoca, c'est quoi ce que vous vendez déjà Il y a Tada, bien entendu, mais la base à la majorité de vos clients. Alors, la base, c'est pas Tada, justement, c'est vraiment le VDK. C'est ça. Donc, c'est cette solution, c'est un logiciel qui permet à une entreprise d'intégrer de la reconnaissance vocale. En gros, ça leur permet de faire Siri, mais pour n'importe quel objet. C'est-à-dire, tu peux nous donner un exemple avec ce décor, par exemple ? Bon, il faut qu'il y ait des trucs électroniques quand même dedans. Imaginons, il y a le petit magnétoscope, je sais pas comment ça s'appelle, ce petit truc-là. Mettons que tu puisses le contrôler à la voix. Tu peux lui dire, du coup, lance-moi tel film. Okay. Tu peux lui dire, augmente le son. Tu peux lui dire, éteins-toi. Tu peux lui dire, le focus est pas net. Il faudrait, du coup, que ce soit un peu plus adapté. Ah, tu peux lui dire comme ça et ça... Tu peux lui dire comme ça. Et après, en fait, tu peux paramétrer ce que tu veux. Okay. Donc, nos clients choisissent les types de commandes qu'ils souhaitent mettre dans leur interface. Alors, tu peux poser les questions, mais le système peut également répondre. Et après, tu vas avoir énormément de technologies autour de ça qui sont intégrées dans le logiciel. Par exemple, de la biométrie vocale. En fait, grâce à ta voix aujourd'hui, je suis capable de sortir énormément d'informations. Ce que tu as dit, ça, c'est facile. Mais et même ce que tu n'as pas dit, donc, j'imagine. Est-ce que tu es un homme ou une femme ? L'émotion, du coup, que tu as eue, à peu près ta tranche d'âge. Qui l'a vraiment dit ? Donc, avec Sérieux ? de la biométrie vocale, c'est énorme ce qu'on peut faire. Il y a énormément d'informations. J'aurais pas cru, parce qu'au final, c'est-à-dire qu'une voix qui est faite par l'IA, tu le vois tout de suite, à un moment ou un autre, ça se voit. C'est pour ça qu'on nous pose souvent les questions dans le domaine de la sécurité, si la biométrie vocale est vraiment fiable ou pas. Et effectivement. Et pour l'instant, ça l'est donc. Pour l'instant, ça l'est. Il y a des grosses sociétés, comme des banques par exemple, qui utilisent la biométrie vocale pour faire de l'authentification de certains clients qui ont l'habitude de manière quotidienne de passer des très gros virements par téléphone. Donc là, ça va permettre... Ça peut marcher aussi par téléphone, donc à distance. Très souvent, alors que ce soit par mail ou par téléphone, il y a des checks qui sont faits où le conseiller va appeler, la personne va dire oui, je confirme le virement de tel montant à telle personne. Un système automatique de biométrie vocale va pouvoir détecter et remonter une alerte. Attention, l'empreinte de la personne ne correspond pas à la personne qui parle. Waouh. Pour détecter des enregistrements, pour quasi détecter direct, donc. Okay, c'est intéressant, tu vois, j'apprends plein de choses. Et c'est encore qu'au début. C'est pas encore très connu. Et on n'est qu'au début, ok. On est qu'au début. Combien de clients aujourd'hui ? Un peu plus d'une centaine dans le monde entier, principalement des grands groupes, du Thales, du Vuzix, du... Et vous êtes en France, c'est bien ça ? Le siège est en France, tout à fait. Super. Alors on a des personnes un peu partout, on a un VP US qui est basé en Amérique, on a une personne à la frontière allemande, on a un sales qui est en Italie. Okay. Mais le pôle R&D, produits, etc., c'est au siège à Metz. Les nouveaux locaux très sympathiques. Les nouveaux locaux, effectivement. Que j'ai pu visiter l'autre fois. Ok, juste avant de passer sur Tada, j'aimerais qu'on vienne un peu sur la blockchain et comment tu as découvert la blockchain. Alors, la blockchain, de manière directe, je suis dedans depuis 2015-2016, quand on a lancé du coup Meria et Descoin, etc. Ouais. Alors, j'ai plus la date exacte, mais... Ok, Descoin après qui suit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors en fait, historiquement, Descoin s'appelait Smartcoin. C'était une initiative lancée du coup par Owen. Donc tout de suite, vous avez découvert et vous avez dit on y va. Owen l'a découvert et puis après, il m'a harcelé en disant oui. Alors, les premiers produits qu'on a sortis, c'était les Bob à l'époque. C'était les miners, du coup, pas sur Bitcoin, mais sur Ether et d'autres monnaies. Où il m'a dit, mais en fait, c'est très simple. Je veux que tu me fasses une machine où on la branche au courant, on la branche à Internet. Elle permet à nos clients de gagner de l'argent. Tout de suite. Tout de suite. Donc là, on est rentré dans toute l'aventure pour essayer de faire financer ça. Ça a été compliqué. Il a réussi avec du crowdfunding. Okay. Et donc, depuis ces moments-là, en fait, on est dedans. Vous êtes dedans et vous n'avez jamais lâché, j'imagine. Et on n'a jamais lâché. Ça représente quoi aujourd'hui pour toi, la blockchain ? Une technologie au moins aussi disruptive que l'IA. Pour des solutions différentes, qui va apporter une valeur qui va être énorme. Alors,
De la même façon que l'IA, tout le monde pense que c'est magique, c'est pas magique derrière. Donc il y a vraiment énormément de valeur qu'on peut en tirer, ou si c'est mal utilisé, ça peut donner des résultats qui peuvent être catastrophiques. Ce qui est intéressant également, ça va être de voir l'apport des deux ensemble. Donc, il y a pas mal de choses, et on le voit, donc IA, ça peut être IA vocale, ou ça peut être jusqu'à ChatGPT, etc. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour que ça révolutionne et notre manière de travailler, notre manière de consommer toute la technologie qui nous entoure, et notre manière d'interagir avec les différents systèmes. Ça va aller très très vite. Bien sûr, j'en parlais aussi, j'en profite, on en parlait avec Benjamin Minchu, que tu connais assez bien de Multiversix maintenant, et qui nous disait justement que la blockchain peut permettre, aujourd'hui dans le monde dans lequel on est vis-à-vis de l'IA, la blockchain peut permettre d'authentifier, de prouver que ça a vraiment existé ou que ça s'est vraiment passé, là où l'IA justement permet de démultiplier tout de suite les contenus, etc. C'est ça. D'ailleurs, je suis intervenu récemment à Dubaï sur une grosse conférence où c'était vraiment le sujet, et l'apport que pouvait avoir l'un avec l'autre. Et un des gros sujets qui est actuellement avec l'IA, donc ça, je parle d'IA générative, Midjourney par exemple, ChatGPT ou autres, qui vont être capables de vous réaliser des images quasiment ex nihilo, qui vont être capables du coup de rédiger des articles, des contenus. Comme c'est généré du coup de manière dynamique, en fait, à qui appartient la propriété ? Est-ce que c'est la personne qui a posé la question ? Est-ce que, qui a demandé généralement telle image avec ça ? Ou le millier de personnes qui ont participé. Est-ce que ça vient de la data du coup directement ? Et grâce à la blockchain, on pourrait imaginer pouvoir authentifier et remonter cette image-là. Elle a été créée à partir de quoi in fine ? Le modèle de machine learning, la donnée, etc., etc. Donc il y a des vrais sujets là-dessus. Ok, oui, effectivement, c'est très. Toi, là, maintenant, t'es en plein dedans, t'es entre l'IA et la blockchain. Ce qui nous a permis du coup de créer le projet là, dont on va discuter, c'est que je connaissais du coup les capacités et ce que la blockchain pouvait résoudre, et que je maîtrisais du coup déjà l'IA parce que ça fait 8 ans qu'on en fait. Et on a vu du coup un pain point où il fallait vraiment maîtriser les deux technologies pour que ça ait du sens. Et donc oui, c'est là où il y a une grosse lumière qui s'est allumée. On dit, attends, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et il faut qu'on le fasse maintenant. On passe sur Tada ? On continue du moins sur le... Alors, l'idée, c'était il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Déjà, pour pouvoir l'introduire, il faut comprendre le problème. Parce que moi, je viens du monde du Web 2. À chaque fois que je fais quelque chose, c'est pour résoudre une vraie problématique. Et à chaque fois que je conçois quelque chose, c'est pour créer de la valeur là où j'ai pas pu du coup la trouver actuellement. Donc c'est parti d'un besoin qu'on n'arrivait pas à résoudre. Pour comprendre ce besoin, il faut que j'introduise rapidement qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Pour concevoir aujourd'hui une IA, donc IA dans le sens large, que ce soit photo, vidéo, une IA, les voitures autonomes Tesla, que ce soit n'importe quelle IA, il faut 2 choses. La première, c'est la tech pure. Donc on entend parler de deep learning, de machine learning, enfin bref, ces gros programmes qui sont réalisés par des développeurs, des chercheurs, des ingénieurs, etc. Okay. Bref, toute la tech. Ces IA, en fait, ne peuvent fonctionner que si elles sont alimentées par de la donnée. La donnée va servir à entraîner l'intelligence artificielle, à l'améliorer, à la tester, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de données ? En fait, il faut voir ça vraiment comme un cerveau humain. L'idée, c'est qu'historiquement, tous les programmeurs, tous les développeurs ont essayé de résoudre une problématique par un algorithme. Sauf qu'à un moment donné, les algorithmes devenaient tellement complexes qu'ils se sont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un paradigme différent ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de résoudre ces problématiques en allant beaucoup plus loin sans que ce soit trop complexe ? Et il y en a certains qui se sont dit, en fait, on a un système qui est relativement simple, même si on ne le maîtrise pas encore à 100%, qui fait ça très bien. Et ce système, c'est le cerveau humain. Le cerveau humain, en l'ouvrant, on sait qu'il y a des neurones, des synapses, on sait à peu près comment ça fonctionne. Et on sait qu'en fait, on prend un cerveau humain. Par défaut, un bébé ne sait rien et ne sait rien faire. Et en fait, ce qu'il fait, il va vivre des expériences. On va lui donner des exemples. Donc, je vais lui donner une photo, je vais lui montrer 3000 fois qu'est-ce que c'est un chat. À la fin, il va reconnaître un chat. Okay. Et l'IA, c'est à peu près la même chose. On va lui donner énormément d'exemples avec de la donnée. Et ensuite, il va être capable de dire, OK, là, du coup, par exemple, la voiture de Tesla, on va lui montrer 10 000 fois, du coup, c'est quoi un feu rouge, c'est quoi un feu vert. Il va dire, là, c'est vert, je peux y aller, là, c'est rouge, je peux pas y aller. Et à l'époque, donc quand on bossait sur nos propres intelligences artificielles dans le domaine de la reconnaissance vocale, nous, on avait besoin d'énormément de milliers d'heures d'audio pour créer nos propres IA. Si par exemple, aujourd'hui, j'ai besoin, tu vas me dire, OK, je veux une IA vocale, je veux que mon Siri comprenne le roumain. Je vais te dire, OK, il me faut entre 1000 et 2000 heures de roumains, donc de personnes qui parlent, d'hommes et de femmes, plus ou moins âgés, avec les sons bruit de fond. Comme tu as de l'âge, OK. Exactement. Avec les différents accents, les origines, OK. Donc, réflexe startup au début. C'est énorme alors. C'est énorme. Réflexe de startup au début, tu vas chercher un peu ce qui est open source, ce qui est gratuit. À la fin, tu te dis, très rapidement, tu dis, il n'y en a pas assez. On arrive à un niveau professionnel, c'est pas assez qualitatif, donc on va en acheter. Okay. Et là, ça commence à être intéressant. Donc on commence à creuser un petit peu les initiatives, les différentes boîtes centralisées qui vendent de. Ça, c'est il y a 2 ans. Ça, c'est il y a 2 ans, ouais. Okay. Donc on commence à acheter un peu de données.
Et on se rend compte déjà que ça coûte une fortune. Donc je te prends l'exemple des entre 1000 et 2000 heures d'audio en roumain. On peut nous facturer ça entre 2 et 300 000 $. C'est énorme, hein, c'est juste des gens qui parlent. Hein. Waouh. Donc et ils parlent de tout et n'importe quoi c'est nous qui allons choisir le corpus qu'on va leur donner. On peut demander du coup, pour faire Siri par exemple, il faut que ça comprenne tout et n'importe quoi. Bien sûr. Parfois, il nous faut un IA avec un discours spécifique. Discours médical, discours défense, discours industriel, etc. Et là, j'imagine, plus t'es niché, plus c'est compliqué. Donc très cher. Okay. Qualité catastrophique. Donc en fait, on s'est rendu compte que une grosse partie de ces sociétés en fait, ont des communautés qui sont souvent dans des pays d'Asie ou en Inde, etc. Donc ça nous est arrivé de dire, voilà, moi j'ai besoin de 1000 heures en anglais américain, accent américain. En fait, écoute, c'est des voix avec un fort accent indien derrière. Wow, ouais. C'est des personnes qui sont là-bas, qui en fait font du multicompte et la qualité n'est pas vraiment checkée. Alors eux, ils nous disent, mais si, on a vérifié, la qualité est bonne. Si je te vends un service, bien sûr, tu vas me dire que la qualité est bonne. Grosso modo, plus de 50% du coût du dataset qu'on achetait, soit on le jetait, soit on était obligé de le retravailler. Catastrophique. Et finalement, le dernier point qui était compliqué, c'était la diversité de la donnée. Il y avait une majorité de personnes qui étaient des hommes entre 30 et 40 ans. Okay. Le problème, c'est que si tout le monde n'est pas suffisamment représenté, l'IA, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui avec Google Home, va mieux comprendre, je crois que c'est les hommes de 25 à 35 ou 40 ans à vérifier, que les femmes ou que les personnes plus âgées ou que les enfants. D'accord, pourquoi ? Donc, parce que du coup, ils ont récupéré plus de données entraînées, qualifiées que le reste. Donc, le dataset doit être homogène. On creuse un peu, puis on se rend compte que nous, on avait ce problème-là dans la reconnaissance vocale, mais on s'est rendu compte qu'il existait le même problème dans d'autres domaines. De la labellisation de données, de la prise de photos, de la vidéo, de la traduction. Tout le domaine de l'IA en général. On s'intéresse un peu au marché parce qu'on a quand même une âme entrepreneur. On se rend compte que l'année dernière, en 2022, les boîtes qui font de l'IA ont dépensé 63 milliards de dollars pour acheter de la donnée. Et que quasiment toutes ont le même problème. Ça a été retravaillé du coup derrière, la qualité était médiocre. 63 milliards de dollars. C'est un marché qui est énorme. Et la data, c'est le fuel de l'IA. Bah oui. Et l'IA, on sait que c'est en train d'exploser. Ah oui. Donc ce marché doit être disrupté. Par chance, on connaissait une technologie qui pouvait potentiellement répondre à une grosse partie de ce besoin. Et c'est là qu'on a eu l'idée de Tada. La blockchain, donc la technologie. La blockchain, tout à fait. Ok, Tada. Pourquoi Tada ? Data. Pas mal. Ouais. Intéressant. Et c'était pas pris. Data. C'était pas pris. C'était pas pris. C'est beau. C'est pas toujours évident. Alors, je te laisse imaginer du coup le temps qu'on a passé sur le nom qui est parfait, comment est-ce qu'on le dépose, le logo, tous ces trucs-là. Est-ce que Tada, donc nous on connaît Tada comme Tada, tu sais, un anniversaire ou un truc, c'est pareil dans toutes les langues, en anglais, etc. ou pas du tout? C'est vraiment. Alors, toutes les langues, je pourrais pas dire toutes les langues. Par contre, sur toutes celles où on a double-checké, ouais. Ah ok, donc les Américains peuvent dire Tada. Les Américains disent aussi Tada. Ok, très sympa. Et Data, pareil dans l'autre sens. Et super important vraiment de le vérifier parce que ça nous est arrivé par le passé, je pourrais pas citer le nom, de prendre justement un nom qui sonnait très bien en français. Et en fait, ça voulait dire des choses totalement différentes à l'international. Et là, en termes de branding, tu jettes tout et tu recommences. Donc ouais, très important de vérifier ça, au moins sur les principaux pays visés, quoi. Donc vous développez Tada. Il y a 2 ans, l'idée sort. Non. Il y a 2 ans, totalement en sous-marin. Donc on commence à bosser là-dessus. Alors au début, c'est une partie des équipes de Vivoca. Donc tout de suite, tu te détaches Mais surtout, voilà, on a créé un département en interne. Ok. On a recruté du coup des personnes dédiées exprès, donc j'ai appelé du coup des amis avec qui j'étais avant, dont Valentin Touron qu'on salue, qui était qu'on salue aujourd'hui. Et on va mettre sa tête ici. Et on va mettre sa tête ici, qui était mon binôme en fait, enfin un de mes binômes quand j'étais à Epitech. Donc je connais depuis presque 15 ans. Vous étiez à l'école ensemble avec Val, ok. Vincent, qui est également le co-founder de Vivoca, pareil, c'était un de mes binômes quand j'étais à Epitech. Je connais pas Vincent. On s'est tous connus. Ok, ça c'est trop sympa. Ah ouais, là-bas, ça s'est fait comme ça. C'était vraiment une aventure humaine. Okay. Vraiment, en finale, à l'américaine, parce que c'est ce qui se fait un peu... Complètement. À l'américaine, c'est que les grandes entreprises, elles sont faites pas après les études, elles sont faites pendant les études et avec les co-founders, etc. Je dirais qu'en fait, ma vision en tout cas de la start-up, de l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine. Donc, ça part d'une idée cool à faire avec des personnes avec qui on a confiance. Donc, très souvent, quand tu cherches des personnes où tu dois connaître leur capacité de travail, tu dois savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent, tu dois être aligné sur les valeurs. Premier réflexe, tu regardes derrière toi qui est-ce que tu as rencontré et tu essaies du coup de bosser avec ces personnes-là. C'est d'ailleurs comme ça que la directrice d'Epitech, je l'ai débauchée du coup à l'époque et elle bosse aujourd'hui pour moi. Ta directrice, c'était ta directrice de l'époque? C'était ma directrice. Ouais. Waouh. Ouais. Ok.
Je me venge maintenant. Non, elle s'appelle Muriel et je la salue également. Eh ben, salut Muriel. Bravo d'avoir fait le pas, ça doit être beaucoup plus sympa avec William. C'est différent. Mais, j'espère qu'elle trouve ça en tout cas plus sympa. Donc pendant 2 ans, on développe ça en sous-marin. Okay. On lève des fonds de manière totalement... pareil, on n'a pas communiqué du tout dessus. Alors avec nous-mêmes qui avons investi également Danilo de Morningstar Ventures. Ah, Danilo, oui. Tout à fait. Danilo était aussi à l'initiative. Qu'on salue aussi, on met sa tête. Qu'on salue également. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir quelque chose de fonctionnel. Alors, je viens du Web 2. Donc moi, à l'inverse d'énormément de choses qui ont été lancées, ou un peu à un moment donné, l'écosystème crypto, c'est on communiquait, on récupérait les fonds et on développait. Je développe, je vérifie, je fais mes preuves de concept, je signe des clients et je communique. Pourquoi ? Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. Pourquoi tu voulais vraiment que ce soit... Alors, pour avoir baigné également dans les cryptos, on a vu tellement de projets comme ça il y a eu énormément de com et après ça s'est cassé la gueule et très souvent c'était pas délivré, que je préfère du coup délivrer et après du coup faire ce qu'il faut. Surtout qu'avec tout l'écosystème qu'on a sur ce projet, on n'a pas le droit de se rater. Donc là c'est vraiment, il y a toutes les sociétés derrière, il y a les images, donc voilà, on a fait les choses bien. On a également eu la chance d'avoir l'écosystème et le réseau et les financements de manière très simple pour ne pas avoir besoin de faire cette surcommunication comme ce que font beaucoup de projets. Donc on pouvait se le permettre, on va dire, à ce moment-là. Puis on avait déjà la crédibilité. Voilà. On exporte dans le monde entier, 100 de clients, on a fait les X millions de chiffre d'affaires. Donc c'était, tout était fait pour qu'on puisse faire les choses proprement et correctement. Donc on réalise ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Tada ? Parce que du coup, j'ai toujours pas expliqué. L'idée, de manière très simple, c'est une plateforme qui se matérialise par un site internet, application mobile. D'ailleurs, l'application mobile, on va mettre un petit scroll de comment ça s'affiche. L'UX est superbe. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça me fait plaisir. Et encore, il y a des features game changer qui vont arriver très très bientôt. D'accord. Mais effectivement, donc il y a eu pas mal de boulot derrière et je salue l'équipe qui a bossé du coup jour et nuit pendant pas mal de temps. Et c'est pas fini, ça commence. La partie intéressante commence à peine. L'idée, c'est alors déjà, je pars du principe, toujours, je pars de la valeur du point de vue du client. Donc les clients, c'est n'importe quelle entreprise qui fait de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est qu'ils peuvent venir du coup chez Tada et émettre un besoin. Par exemple, j'ai besoin d'1 millier d'heures d'audio, d'hommes et de femmes, avec ou sans bruit de fond, et je veux qu'elle lise, qu'il ou qu'elle lise ce set de phrases-là. Et j'ai 50 000 € de budget. Ou alors, ça peut être n'importe quelle boîte qui fait de l'IA dans le domaine de l'image. J'ai besoin de prendre des photos de poissons. J'ai besoin de labelliser telle donnée. Donc, n'importe quelle chose peut être posée sur Tada. Alors, juste, je te coupe. Vas-y. Labelliser des données, c'est-à-dire tu l'as dit un peu plus tôt aussi. Imagine, je te donne une vidéo YouTube avec juste une boîte son. Okay. Mais pour entraîner une IA, faut que, effectivement, j'ai besoin de ce son, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a été dit. Donc, labelliser la donnée, c'est écrire en dessous, c'est faire le sous-titrage, mais également dire Benjamin a dit telle phrase à telle minute. Et c'est faire le sous-titrage, pas pour une personne, mais pour l'IA, quoi. Vraiment pour l'IA, okay. Pour l'entraîner à dire voilà, ça c'est un homme, du coup, de tel âge, il n'y a pas de bruit de fond, il est dans tel contexte, il a une voix grave. C'est vraiment mettre tout le contexte, en fait, pour que la donnée puisse être comprise par l'IA. De la même façon que si je montre, je reprends mon exemple de tout à l'heure, à un enfant un chat, que je lui montre, mais que je ne dis pas que c'est un chat, il ne va pas associer dans sa tête l'image au mot chat. Bien sûr. Oui. Donc là, je vais associer une fréquence, une parole, un son, un audio à différentes informations. Donc ça, c'est la labellisation. Donc ça, c'est du point de vue de l'entreprise. Ils arrivent, ils émettent un besoin. Maintenant, ce qui est intéressant, donc ça part sur la blockchain et grâce à notre système et à des smart contracts. D'un autre côté, j'ai une communauté. Une communauté qui est énorme, qui est dans le monde entier. Et cette communauté est composée d'utilisateurs, comme toi et moi. En tant qu'utilisateur, tu te connectes à Tada pour la première fois, tu vas avoir à répondre à des questions. Qui tu es, les langues que tu parles, avec ou sans accent. En gros, tu mets tes skills. D'accord. Et en fonction de tes skills, de tes compétences, l'IA, notre système, Tada, va te ventiler des micro-tâches. Donc l'idée, ça va être très simple. Tu vas avoir une phrase affichée à ton écran sur une langue que tu as dit que tu étais capable de maîtriser. Par exemple, bonjour tout le monde, et tu auras juste à la lire. Bonjour tout le monde. Tu la lis. Dans un environnement calme, comme les consignes. Comme les consignes, voilà, tout à fait, parce que parfois ça va être, il faut la lire dans un bus parce qu'il faut qu'il y ait du bruit de fond, parfois ça va être, prenez une photo du coup d'un arbre près de chez vous si la météo est mauvaise, on peut avoir de tout et n'importe quoi. Tu as juste à la lire, et du coup, alors, tu vas être payé X tokens pour pouvoir faire ça, mais pas directement. Donc l'idée, en fait, c'est que là, ta phrase va être envoyée à 3 autres utilisateurs, donc c'est anonymisé bien évidemment, 3 autres utilisateurs que tu ne connais pas, au hasard, qui vont être des vérificateurs. Le rôle du vérificateur, ça va être d'écouter l'audio qu'on va envoyer et de répondre à des questions.
Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que c'est un homme ou une femme qui parle? Est-ce qu'il y avait du bruit de fond? Enfin bref, différents types de questions en fonction de ce que l'entreprise à la base veut vérifier. C'est comme ça que tu corriges la donnée et tu t'assures qu'il n'y a Exactement. Alors, il y a un consensus de vérificateurs. C'est-à-dire que si les 3 ou 4 ou X vérificateurs, c'est l'entreprise qui choisit le consensus, disent que c'est bien un homme qui a dit telle phrase à tel moment de la bonne façon, tout le monde est payé. D'accord. Si par contre, tu n'as pas lu la bonne phrase, par exemple, alors toi, tu vas perdre une caution que tu auras dû staker avant, et les vérificateurs vont être payés avec cette caution. Mais l'idée, c'est que derrière, la data n'aura pas été validée, elle ne sera pas envoyée à l'entreprise. Grâce à ce moment-là, donc quand je reprends du coup le fil du début, c'est l'entreprise qui avait mis un prix qui va du coup permettre de payer ou pas une personne. On va envoyer à l'entreprise en temps réel que la data qui a été validée, elle aura été validée. Et qui est donc bonne. Qui est donc bonne. Elle aura été validée le nombre de fois que l'entreprise le souhaitait, et on peut tout prouver grâce à la blockchain. Magnifique. On arrive à fournir en quelques heures ce que nos concurrents mettent plusieurs mois, avec une meilleure qualité et un prix qui est plus attractif. Et on peut prouver à chaque utilisateur qui n'a pas été payé que le travail n'avait pas bien été réalisé. On peut prouver du coup à chaque entreprise qu'on a bien fait le job derrière, et on peut prouver comment est-ce qu'on l'a fait. Tout est transparent, tout est sur la blockchain. La seule question que je vais me poser, enfin j'ai plein de questions à te poser, mais une des questions que je me pose là, donc les vérificateurs, les validateurs, ils sont 3 choisis au hasard. C'est la blockchain qui les choisit ou ça c'est le logiciel directement? On a un algorithme, alors c'est par l'intermédiaire de la blockchain et des smart contracts, on a un algorithme qui va vérifier plusieurs choses. Alors déjà, tu vas pas pouvoir être ton propre vérificateur. Bien entendu. Et tu vas pas pouvoir vérifier trop de fois le même type de job. De la même façon qu'en tant que producteur, si un client a besoin d'un dataset avec 4000 personnes, tu pourras pas produire, par exemple, lire plus de 20 phrases pour le même client, ou 30 ou 50 en fonction de ça. Donc on a quelques règles à respecter, et après tout va être ventilé. Alors, je résume et tu me dis si j'ai bien résumé. L'entreprise, elle veut du contenu, enfin, elle veut de la voix, de la data. Elle va mettre un budget. Ce budget, il va y avoir plein de gens. Donc, par exemple, elle veut une phrase en français. Il va y avoir tous ceux qui pouvaient parler français dans l'application qui vont pouvoir faire la phrase. Aujourd'hui, voilà, je me connecte, je fais la phrase. Très bien. La phrase va être redistribuée 3 personnes au hasard, qui eux aussi parlent français. Moi, par contre, pour mettre la phrase, j'aurais dû mettre, disons, un TADA en staking ou en risque, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on va te loquer du coup un TADA, une caution, ok. Un petit dépôt. Tu me loques la caution. Si jamais j'ai pas fait le con et que ça sort super bien. La caution est débloquée. Et en plus, tu gagnes des TADA. Et ça, les TADA, c'est la société qui me les donne. C'est la société. Alors, c'est nous, enfin, c'est la société par l'intermédiaire du coup de la plateforme. Bien sûr, ok. Tout à fait. Et si jamais j'ai décidé de faire le malin, tu risques de perdre ta caution. Ma caution, elle est distribuée aux vérificateurs, déjà, qui eux ont vraiment travaillé. Okay. Donc eux, ils sont pas censés savoir. Alors les vérificateurs, comment ils sont payés si ma caution est, enfin si ce que je fais est bon? Alors en fait, une partie du budget de l'entreprise pour récupérer une phrase est divisée entre la part producteur et la part vérificateur. Okay. Donc il y a déjà du coup un pool pour les vérificateurs. Donc tout le monde gagne de l'argent en fait. Tout le monde gagne de l'argent. Et les vérificateurs également peuvent gagner du coup des TADA, mais ont également une caution. Parce que des fois, tu as, eux aussi, admettons qu'il y ait 5 vérificateurs, puis tu as un vérificateur qui dit non, la data est bonne et qui clique à l'arrache. Non, le vérificateur peut aussi, et aussi incentiver à bien travailler. Alors après, il y a tout un système avec de l'énergie pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une personne qui cannibalise tous les jobs. Pourquoi ça? C'est-à-dire cannibaliser tous les jobs? Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait suffisamment de tâches pour toute la communauté. D'accord. Et que les tâches soient le plus diversifiées possible. Donc de cette manière-là, on doit contrôler du coup le travail de chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être temps plein sur TADA, par exemple. On ne peut pas être temps plein sur TADA. En tout cas, c'est de cette manière-là qu'on va lancer après. Il y a énormément de choses que je ne peux malheureusement pas encore annoncer aujourd'hui, mais c'est pour très bientôt qui vont arriver. Mais notre but, en fait, ça va être d'incentiver les utilisateurs pour alors déjà bien comprendre qu'avec TADA, effectivement, on peut gagner de l'argent. Par contre, derrière, ce n'est pas de la magie, c'est de l'argent qui vient d'entreprises qui attendent un travail sérieux. Bien sûr. La crédibilité de la plateforme TADA va correspondre et va être directement corrélée à la qualité et à la quantité de la data qu'on va fournir à ses clients. Donc, c'est pas un jeu, même si ça va être gamifié, même si c'est super ludique et intuitif. À la fin, il y a du travail derrière, c'est sérieux. Il y a une vraie rémunération parce qu'il y a des vraies entreprises qui payent. Okay. Donc ça, c'est vraiment la crédibilité du coup. Et les sociétés qu'on a et qu'on va signer sont des grosses boîtes de l'IA, principalement. Vous avez déjà des sociétés intéressées? On a même déjà pas mal de clients. Okay. Alors, le seul que je peux annoncer aujourd'hui, c'est un groupe qu'on a release il y a quelques jours ou quelques semaines, qui est un groupe américain qui s'appelle Sensory.
Ok. Mais il y en a d'autres qui vont arriver et dont les jobs seront ventilés directement sur la bêta. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu presque, alors j'ai pas le chiffre exact, mais presque 2 millions de tâches qui ont déjà été effectuées sur l'application qui est en bêta. Donc ces tâches-là, c'est pas des tâches qui sont destinées à retourner à la société pour l'instant. On est vraiment sur une bêta. Alors, on est sur une bêta, mais on a déjà onboardé du coup des clients sur la bêta. Ah, ok. Donc c'est-à-dire qu'on peut déjà gagner de l'argent sur la bêta. Alors, on peut déjà gagner de l'argent sur la bêta. Alors, actuellement, comme c'est en testnet, c'est pas des TADA qui sont directement donnés, mais il y a un système de classement où, en fonction de ce que les personnes auront remonté en bonne data, bonne qualité, plus la fréquence d'utilisation, et on a également rajouté d'autres points très importants, par exemple les feedbacks des utilisateurs, les conseils, etc. Donc tout ça, il y aura des rewards en fonction des utilisateurs les plus actifs qui nous auront aidés en fait par l'intermédiaire de cette bêta. Okay. Ce qu'on veut, c'est juste que ce soit que la consigne soit suffisamment simple pour être exécutée, qu'elle respecte du coup les codes moraux de base parce qu'on peut pas faire aux gens n'importe quoi. Donc il faut que ce soit logique, faut que ce soit réalisable du coup par tout le monde, enfin, en tout cas par la majeure partie de la communauté. On a déjà eu des demandes où par exemple dans le domaine médical d'aller faire un double check sur une radio. Ça c'est des choses on peut pas, très border. Donc voilà, pas possible. Donc quand ça reste sur un cadre assez simple, prendre une photo, une vidéo, lire une phrase, faire une traduction. Sur ce paradigme en fait on va dire de job, ça ira un peu plus loin parce qu'on a des demandes peut-être, j'imagine. Tout à fait. Qu'est-ce qui te dit que la personne qui a enregistré une voix n'a pas utilisé l'IA pour enregistrer pour t'envoyer ta phrase? Aujourd'hui, il y a effectivement des IA, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise et ce qu'on vend avec Vivoca, ça s'appelle des moteurs de text-to-speech. T'écris une phrase et ça te génère une voix du coup dynamique. Alors déjà techniquement, il y a des moyens pour le voir, pour le détecter. Okay. Et également pour les 99% des voix qui existent, on entend que la voix est un peu robotisée. Okay. Maintenant, si un jour une personne, un programmeur de génie arrive à faire une voix qui a la même qualité qu'une voix humaine et que ça passe totalement du coup entre les mailles du filet, pourquoi pas? Alors, pas dans ce sens-là, mais plutôt imaginons que moi, voilà, demain, j'ai envie de faire le malin un petit peu avec Tada. Je me dis, tiens, je vais bien les avoir. Je fais du text-to-speech sur du chinois ou du japonais. Donc, c'est des langues que je ne connais pas du tout. Je l'enregistre donc comme si c'était moi. Tu vas avoir donc, tu as les 3 vérificateurs, mais par-dessus, tu vas avoir une IA qui va vérifier, en fait. Ou non, c'est les vérificateurs qui vont dire il y a peut-être un problème et ça va être envoyé. Tu auras les deux. Tu peux avoir, en fonction des jobs, déjà un premier check qui va être automatisé, principalement pour la détection de fraude, des choses comme ça, qui peuvent être, qui peut varier en fonction des domaines et de la nature des jobs. Et après, tu as les vérificateurs directement. Et on est récompensé. Bon, donc aujourd'hui, il y a un jeton Tada qui va arriver. On va en parler. Le Tada aussi, j'imagine? Probablement le Tada. C'est pas encore sûr à 100%, mais probablement le Tada. Les gens, donc, vous les rémunérez. Est-ce que c'est une somme? Tout le monde sait déjà avant combien tu vas être rémunéré, du genre, par exemple, voilà, pour une vérification, c'est 1 euro. Si jamais c'est toi qui mets ta voix, c'est 2 euros. Alors, en réalité, ce ne sera pas si simple que ça parce qu'on ne va pas juste, pour une phrase lue, te donner un certain montant de Tada. Okay. On va regarder tout un ensemble. Est-ce que tu as lu qu'une phrase ou est-ce que tu as lu plusieurs phrases? Le nombre, la qualité de ce que tu fournis en général, en fait, il y aura plusieurs facteurs qui vont faire que tous les X temps, tu vas avoir un nombre variable de Tada. Notre objectif, c'est que les personnes, du coup, en fait, on veut vraiment récompenser également la constance des personnes sur l'application et surtout la qualité. Donc, en fonction de ça, j'ai du coup, un super micro où j'enregistre le studio. D'ailleurs, du coup, c'est assez marrant parce qu'il y a effectivement certains clients qui nous demandent une qualité très très haute de son, par exemple. Et d'autres ou pas du tout, j'imagine. Et d'autres où, au contraire, ils nous disent non, mais nous, justement, c'est pour un petit objet connecté où il faudra parler, il y aura du bruit de fond, la qualité du micro est moyenne. Donc, si j'entraîne mon IA avec une bande audio qui est parfaite, mais que derrière, dans le grand public, il y a du bruit de fond, non, justement, il me faut de la data en conditions réelles. Donc tu peux avoir les deux. Et ça, tout ça, c'est toujours écrit dans les consignes. C'est toujours écrit dans les consignes. Ok, donc avec tout ça, vous avez énormément de data entre les mains. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de toutes ces datas, vous, Vivoca? Alors, nous, c'est pas compliqué. Toutes les datas qui transitent sur Tada, elles n'appartiennent pas à Vivoca. Elles appartiennent à nos clients. Ils récupèrent l'intégralité de la propriété intellectuelle de la data. Okay. Donc, c'est fléché directement chez eux. Il peut y avoir du coup une partie où c'est stocké chez nous en attendant qu'eux les récupèrent. Mais on est même en train de créer un système pour que ce soit au fil de l'eau. D'accord, directement, voilà. Ça part, ok. Mais voilà, ça ne nous appartient pas, Vivoca ne l'utilise pas. Il y a même des partenaires ou concurrents de Vivoca qui pourraient être amenés à utiliser Tada, mais c'est vraiment un service du coup différent.
Ok, très clair. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va être RGPD et tout là-dessus, c'est ultra clean. Juste Tout la à fait. personne, quand elle rentre, en échange de ta data, elle accorde de céder tous les droits. Voilà. etc. Après, bien évidemment, la personne est rémunérée contre de la data qu'elle fournit. Donc, elle accepte du coup de céder les droits sur ce qu'elle a créé. C'est à la mode en ce moment. Il y a un KYC sur l'application ? Il y aura un KYC sur l'application. Il y aura un KYC. Ouais. Alors, pour différentes raisons, alors pas forcément les KYC jusqu'à pour des causes de blanchiment, etc., puisque ce sont des utilisateurs, mais ne serait-ce que pour des questions de sécurité, pour éviter du coup des personnes qui vont essayer de faire des bots, du multi-compte, etc. Et également parce que KYC, Know Your Customer, il y a un gros besoin de savoir les compétences qui tu es, etc. Ne serait-ce que pour te ventiler des jobs. Je prends un job qui me passe par la tête juste maintenant, mais admettons qu'il y ait besoin de prendre des photos de poissons ou de labelliser des poissons. Si tu t'y connais du coup en pêche, on va pouvoir du coup t'envoyer. Je connais pas trop de noms de poissons, mais ça c'est une sole, ça c'est un loup, ça c'est la perche, ça c'est une raie. Okay. Alors que si tu mets pas la compétence. Si t'es pas un expert de poissons. Et tu vas rire, mais on a effectivement des prospects qui ont ce type de besoin. Donc il y a un jeton. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu du jeton ? C'est une question en ce moment qui ressort énormément, notamment tout ce qui va être des tokenomics, etc. Alors volontairement, c'est une grosse question du coup qu'on nous partage, enfin qu'on nous demande, pardon. Les tokenomics ne sont pas encore diffusés, tout simplement parce qu'il y a énormément de features qui vont arriver et on veut tester ces features pour fine-tuner certains curseurs, on va dire, de nos tokenomics avant de les diffuser. Et que simplement pour pas spoiler, parce qu'on veut pas spoiler, on sort les features, on développe, on teste et on y va vraiment du coup dans le sens là. Je préfère sortir les choses une fois qu'elles sont prêtes, tout simplement. Mais c'est pour du très très bientôt. Mais grosso modo, le TADA Token sera l'essence même de toute la plateforme, toute l'expérience du point de vue utilisateur. Donc les sociétés, si je reprends le début de la chaîne, qui vont vouloir acheter de la data vont payer. Elles vont devoir acheter le token ? Alors, elles vont devoir acheter le token. En réalité, les 3/4, surtout au début, vont vouloir nous envoyer du fiat, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais nous, on fera un buy-bat, on achètera le token. Donc, donc quelque part, à l'entrée du coup de la première porte, il y aura l'achat du token. Ce token est redistribué. Ce token va être redistribué aux utilisateurs qui pourront l'utiliser pour énormément du coup de features dans l'application. Exemple. Features qui ne sont pas encore sorties. Pour la plupart. William, depuis tout à l'heure, tu nous dis il y a bien quelque chose, tu peux bien nous donner un petit quelque chose. La principale feature, de toute façon, déjà, ils vont se faire rémunérer du coup en TADA. Donc ça va être de l'échanger. Après, il y a les features du coup assez classiques. Ça pourrait être staké. Si tu stakes les TADA, tu pourras avoir accès peut-être à plus d'énergie, ou on peut imaginer beaucoup de choses. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé d'énergie. Tu peux nous en reparler très très vite. L'idée, c'est très simple. Le nombre de tâches que tu vas pouvoir effectuer sur une période de temps. 24 heures, par exemple. Par exemple, 24 heures, va te cramer des points d'énergie. Donc l'idée c'est simple, admettons que tu aies une barre de 100 points, tu vas pouvoir faire 100 tâches. Et après tu vas devoir attendre que ta barre remonte petit à petit. Donc système assez classique qui va nous permettre à nous de vérifier du coup le besoin ou de l'accélérer. Si d'un coup il y a énormément de demandes clients, on va pouvoir dire ok, aujourd'hui énergie doublée. On pourra imaginer énormément de choses. On pourra faire en sorte que les utilisateurs qui aient fourni par exemple les jobs de meilleure qualité avoir des bonus d'énergie, on va pouvoir... Parce que vous, ça vous arrange aussi de les avoir qui bossent un peu, qui bossent un peu plus, qui sont rémunérés pour, mais vous savez que c'est de la bonne qualité, donc c'est d'autant mieux de les avoir un peu plus. Notre but, en fait, on a différents curseurs, c'est trouver le schéma et la mécanique la plus performante possible pour que les utilisateurs qui travaillent le mieux, qui fournissent le plus de qualité, qui sont quelque part ceux qui nous apportent le plus de valeur, soient le plus rémunérés. Mais en même temps que celui qui commence, qui part de rien sur l'application, ce soit aussi rentable pour lui du coup d'avancer, de progresser, de tester d'autres types de jobs également, parce qu'on a le droit de se tromper, et également pénaliser ceux qui vont arriver sur l'application pour faire n'importe quoi. Il y aura du burn, il y aura du staking, derrière il y aura... En fait, on a tout pensé pour que ce soit sustainable. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, on a la chance d'avoir le track record, et de regarder, d'avoir observé énormément de projets dans ce domaine-là, qui ont tenté énormément de choses, certaines qui ont marché, et on a également observé énormément d'erreurs. Je prends par exemple du coup le staking. 99,9% des projets, comment leur système de staking fonctionne. Le système de staking, c'est un système de rétention pour faire en sorte que ceux qui ont le token aient un intérêt à le garder plutôt qu'à le vendre, par exemple, ou à l'échanger ou autre. Comment ça fonctionne ? Très souvent, il y a une partie de la supply, admettons 2, 3, 4 ou 5%, qui va être gardée dès le début pour ça. Qui va être préminé, mise de côté. Et qui va être donnée petit à petit du coup aux personnes pour leur dire non, ne vendez pas, je vous en donne un petit peu. Alors ce système c'est bien, mais en fait c'est un patch. À partir d'un moment, ça va. Donc c'est bien pendant 2 ans, et qu'est-ce qui se passe après ?
On verra après. Voilà. Ça, c'est vraiment la réflexion de base d'énormément de projets. Nous, on a essayé de faire en sorte que même ce système-là soit dynamique. Un résidu du coût de caution qui seront perdus par les vérificateurs ou par les utilisateurs iront aux stakers. Une partie de la marge de la société ira aux stakers. Et en fait, en fonction d'énormément de flux qui vont être dynamiques, les stakers vont être plus ou moins bien rémunérés. Mais ça peut fonctionner sur 3 semaines comme sur 20 ans. Est-ce que ça, tu peux le prouver grâce à la blockchain? Est-ce que c'est transparent Alors, ce sera prouvé par la blockchain, c'est transparent et ce sera expliqué dans les tokenomics. Ok, qui arriveront bientôt. Dans le white paper et dans tout ce qu'il faut. Ok. Les gens sont quand même rémunérés pour faire ces tâches. Donc, il va y avoir une pression vendeuse et c'est normal. Oui, tout à fait. Comment vous l'anticipez? Anticiper, alors ce qui est très intéressant, c'est comme on maîtrise les flux entrées, les flux sorties, tout ça, on peut le modéliser. D'ailleurs, on travaille avec une société sur laquelle... Alors, c'est-à-dire quand tu dis que tu maîtrises les flux entrées et les flux sortants? On arrive du coup à savoir pour 1 euro qui rentre, qui vient de la part d'un client, où est-ce que va aller du coup chaque centime. Okay. Quels sont les impacts en fonction des décisions, des arbitrages de la marge de la société, des stakers, du mécanisme de burn et des utilisateurs, avec tous les mécanismes de rétention associés. Donc tout ça, ça a été modélisé. Donc, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Nomix, dont c'est le métier. Et salut Nathan, qu'on salue aussi. On salue beaucoup. Salut Nathan, qu'on salue aussi. Alors ça fait plusieurs trimestres qu'on travaille avec eux. Bien sûr. Donc, ils sont spécialisés aussi dans les tokenomics d'ailleurs. C'est vraiment pour ça que c'est vraiment du coup avec eux qu'on a créé, qu'on fait évoluer les nôtres aujourd'hui. Et ça nous permet tout simplement d'avoir on va dire une continuité et une croissance sur le token qui va être maîtrisée. Ça ne veut pas dire que, une fois qu'un token est sorti sur le marché, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de spéculation, et c'est normal, mais ça veut dire qu'on arrivera du coup à avoir une fair value du token qui va être cohérente et qui va être vraiment liée à l'activité d'une part du business, et également à ce que les utilisateurs, aux arbitrages que les utilisateurs vont faire dans l'application. Okay, c'est vraiment ces deux variables-là qui vont être importantes. J'ai une question. Et je veux que tu me répondes, s'il te plaît, William. Même si tu me dis peut-être, on verra. Je ferai mon maximum. Tu m'as dit qu'il y avait peut-être qu'on pourrait imaginer burn des tokens un peu plus tard. Oui. Donc il y a un monde dans lequel on peut imaginer burn du token pour avoir de l'énergie qui rentre en plus. Par exemple. Ok. Tout à fait. C'est bon, il a pu me dire quelque chose. J'ai dit qu'on pouvait imaginer. On pouvait imaginer, mais... On peut tout imaginer. Token, qui dit blockchain. Qui dit blockchain, il a fallu choisir un acteur. Il a fallu choisir un partenaire, tout à fait. Lequel vous avez choisi, William? On a choisi Multiversix, anciennement Elrond. Pourquoi? Alors, on a vraiment vu du coup le choix de cette technologie comme un choix stratégique pour l'entreprise, mais également comme un fournisseur, quelque part. De la même façon qu'on pourrait dire on va bosser chez OVH ou chez Scalaway ou chez AWS, on a fait tout simplement une liste de qu'est-ce qu'on attendait de ce partenaire. Okay. Dans cette liste, différents critères. Les fonctionnalités qui étaient disponibles à l'instant T, la roadmap de ce partenaire, les frais qui sont très importants pour nous parce qu'on parle de millions et de millions de requêtes, combien est-ce que ça peut nous coûter, le support qu'on va pouvoir avoir de la part de ce partenaire en termes de marketing, de tech, de communication, de tout ce qu'on veut, l'aide qu'on va pouvoir avoir au lancement. Donc là, maintenant, je peux le dire aujourd'hui, c'était important pour nous, du coup, d'être très important pour ce partenaire, de manière à ce que si tout ne se passe pas comme prévu, et on sait que dans un projet entrepreneuriat, tout ne se passe jamais comme prévu, on soit vraiment très important pour ce partenaire. Et du coup, on a annoncé il y a quelques jours à Bucarest qu'on sera le prochain X-Launchpad. Très important pour nous parce que alors déjà, le X-Launchpad, du coup, chez Elrond, c'est très, très, très select. Donc, il y a des milliers de dossiers qui sont déposés. Cette année, ils en ont validé uniquement 2. Donc voilà, on a fait une keynote qui a été énorme, que je vous invite également du coup à regarder. On va mettre les liens en description parce que vraiment, elle est sympathique, la keynote. Et donc après, il y avait également, on voulait que le partenaire soit indexé aussi sur le projet. Donc on parle vraiment du coup d'investissement. On a fait une private sales où Multiversix participe au financement du projet. Donc en fait, on voulait vraiment que, de la même façon que c'est le cas pour nous et pour nos partenaires, du point de vue Multiversix, on doit réussir. Et on sait qu'ils vont tout mettre en œuvre pour nous supporter, pour nous accompagner sur tous les niveaux. On a eu bien évidemment d'autres propositions, d'autres blockchains, on a discuté avec différents acteurs, mais on s'est tourné également vers eux pour les différentes raisons. Vous connaissiez déjà un peu de par ON, etc. On savait également aussi comment est-ce qu'ils travaillaient, bien sûr, parce que voilà, on a listé leur token chez Meria quasiment au début, ça s'appelait ERD je crois à l'époque. On a déjà, on connaissait du coup déjà la direction du coup d'Elrond, donc
c'est toujours plus simple. Bien sûr. Quand il y a un track record, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Comme je l'ai dit, du coup, voilà, avec Valentin, avec Vincent, avec les personnes que je connaissais déjà avant, il y avait déjà ce trust. Par souci de transparence, j'ai aussi participé à cette private sale. William, merci beaucoup de m'avoir eu à bord et on espère avec le meilleur. plaisir. Vous avez des advisors très sympas, dont un en particulier. Et non, je ne parle pas d'Asher, je parle de l'autre advisor. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Luc Julia? Ouais. Tout à fait. Alors, effectivement, on travaille avec Luc Julia. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Luc Julia, c'est le créateur de Siri. Donc, Siri, le premier assistant vocal qui a été déployé mondialement. C'est également le co-founder du groupe Nuance. Alors, Nuance, si ça ne vous parle pas directement, vous connaissez probablement leurs produits. Dragon, qui permettait déjà à l'époque de faire de la dictée sur Word. Tous les médecins, les chirurgiens qui font les comptes rendus dans un petit dictaphone. Tout ça derrière, c'est Nuance. Nuance a été racheté 20 milliards par Microsoft il y a un peu moins de 2 ans. Et Luc Julia, wow, okay. Un peu plus, je crois. Et Luc Julia a été en fait un ponte de l'IA connu mondialement. Et on travaille avec Luc depuis à peu près 3 ans aujourd'hui. Ok, ah oui, donc il vous a... Avant même le projet Tada, c'est une des premières personnes avec qui on l'a pitché. On bossait déjà avec du coup dans Vivoca. Et on lui a dit, Luc, on a découvert du coup sur le marché énormément de problématiques dans les données. Est-ce qu'on se plante pas totalement? Est-ce que quand tu étais à la tête du coup de ces boîtes-là, c'était déjà un sujet? Quelles étaient les solutions? Donc bien évidemment, et ça fait partie des différents advisors, des différentes personnes qui nous ont permis, alors déjà d'avoir une méthode. Parce que des idées, j'en ai 15 par jour. De savoir laquelle était bonne ou pas, quelles sont les autres initiatives qui se font en parallèle. Est-ce que c'est déjà pas trop loin alors qu'on n'a pas commencé? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et du coup, Luc nous a accompagnés sur tout ça et nous a donné également pas mal de crédibilité et nous a ouvert énormément de portes pour pouvoir du coup présenter ça à des vrais potentiels clients. Ok, très clair. Effectivement, j'imagine que c'est toujours un luxe d'avoir quelqu'un de cette trempe à côté de soi. Tout à fait. Ça permet déjà d'avoir une vision beaucoup plus complète, de challenger du coup, alors que ce soit des arbitrages techniques, parce que Luc a fait quand même 10 ans de recherche, après 10 ans de start-up, puis ensuite 10 ans de grands groupes. Il a travaillé chez quasiment tous les GAFA, je crois, sauf peut-être Amazon. Bon, ça va. Et puis il a un réseau, il a un réseau extraordinaire. Ce qui veut dire que le jour, dans notre stratégie où là, on va réussir à petit à lancer avec des clients intéressants, du mid-market. Mais notre objectif, c'est d'aller taper du Google, du Amazon, du OpenAI. Donc vraiment, on veut être le fournisseur principal de toutes les boîtes qui font de l'IA. Vous avez de la concurrence pour l'instant, sans citer, mais... Il y en a beaucoup dans le monde du Web 2. Jusqu'à même Amazon qui a créé un service qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. Qui est un des principaux services qui, quand on veut faire du microtasking, parce que c'est un peu ce qu'on fait, est très utilisé. Et d'ailleurs, j'ai moi-même payé leur service pour avoir de la data. Ça fonctionne très bien, sauf que je pense que s'ils font partie des moins chers du marché, mais la qualité, ça va pas. Du tout. On a même discuté avec des personnes. C'est la qualité, quoi. On a même discuté avec des personnes de chez eux pour leur montrer ce qu'on pouvait faire au niveau qualité, qu'ils ont dit, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Attention, tu es en train de saupoudrer un peu. Mais c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait, du coup, tous ceux qui ont bossé avec les sociétés de microtasking savent que la qualité, c'est catastrophique. J'ai même des partenaires qui, j'espère, sont très bientôt sur notre plateforme, qui ont eu l'habitude d'utiliser des services comme Amazon Mechanical Turk. Ensuite, avaient récupéré un dataset qu'ils ont envoyé à une boîte qui était un peu meilleure en qualité et enfin ont récupéré le reste et ont une dizaine de personnes qui font du quality check en interne. C'est compliqué. C'est catastrophique. Un autre advisor Asher. Asher. C'est quoi son impact et c'est quoi son rôle dans le projet? Alors, déjà, toutes les boîtes du coup, qu'on a conçues avec ON, de manière directe ou indirecte, on les a fait à 2. D'accord. Donc, bien évidemment, il y a Skin is the Game du coup, dans ce projet. C'est par l'intermédiaire d'un de ces lives qu'on a commencé à parler du projet, juste pour avoir le minimum de bêta-testeurs qu'il nous fallait pour lancer la bêta, ce qui a eu lieu, je crois, en septembre. Il y a bien évidemment un impact qui va être non négligeable au niveau de la communication, mais aussi et surtout au niveau du réseau et au niveau de l'expérience qu'il a. Parce que du coup, des projets basés sur blockchain, crypto, il en a lancé du coup à l'appel. Donc il a déjà de l'expérience sur ce qu'il faut faire, il a une vision, ce qu'il ne faut pas faire, comment est-ce qu'il faut du coup amener les choses, quels sont les gros warnings, que ce soit en termes de compliance, que ce soit en termes de... Voilà, sur vraiment tout cet écosystème, ça a été vraiment du coup la frontline en termes de communication. Donc, bien évidemment, son expertise, son track record et tout ce qu'il a pu amener, du coup, sont plus que non négligeables. Sans parler du fait que ce soit mon frère, donc il n'y a pas de... Est-ce que ça vous a peut-être été reproché qu'ils soient un peu proches du projet?
Non, non, bon, au contraire. Ok. Au contraire, donc c'est également pour ça qu'on met des disclaimers Partout. énormes Bien sûr, à chaque je suis fois du d'accord. coup qu'on parle de ça. Ça reste que du coup ça reste un projet qui est très nouveau, sur lesquels, alors oui, on peut disrupter un marché qui est colossal. Oui, on voit de la vraie valeur. Oui, il y a un gros risque, comme dans tous les projets du coup qui se lancent. Donc, notre but, c'est de le maîtriser le plus possible parce que derrière, voilà, on a énormément à perdre si ça se passe mal. Pour autant, le gros risque qu'on voit aussi, c'est que voilà, comme du coup il y a tous ces advisors derrière, comme du coup il y a Asher qui pousse, le risque Ouais, c'est que les gens se disent tiens, je veux même pas savoir comprendre, il y a Asher derrière. C'est vrai Non, que non, ça au peut être contraire, risqué, bien sûr. comprenez parce que ça reste pas de la magie. Écoute, j'ai quelques questions qu'on a posées sur Twitter et qu'on nous a posées pour toi. Je pense qu'on va y passer. Elles sont plutôt sympathiques, on les a choisies. Let's go. Alors, on a la question de Crypto Éclair qui demande: tu n'as pas peur de l'obsolescence de ton projet en raison des avancées de l'IA dans la traduction / la communication? Alors, je remercie la question parce qu'elle est excellente et j'ai même fait un début de réponse Oui, c'est vrai. en réponse au tweet. Alors, non, on n'a pas peur du coup de l'obsolescence parce que l'IA aura besoin de plus en plus de data. Il y aura bien évidemment du coup des IA qui permettent de générer de la data. Ça existe déjà aujourd'hui, data augmentation, data generation. L'idée, c'est qu'à partir de quelques phrases, on arrive à en générer deux dynamiquement. Ok. Mais ça reste de la data de synthèse. Et les IA, pour performer, peuvent utiliser une partie de data de synthèse, mais ont besoin du coup de data réelle. Ça, c'est le premier point. Ensuite, de la même façon que pour créer un assistant vocal en français, il faut peut-être X milliers d'heures d'audio en français, mais après, on va voir tous les sous-domaines de manière très spécifique. Et là, il va falloir vraiment aller du coup sur le terrain ou avoir accès à du matériel très particulier pour récupérer cette data spécifique. Ensuite, il y a tout ce qui va être quality check. Et là, les gens veulent vraiment qu'il y ait un humain qui passe derrière. C'est ce qui fait aujourd'hui tous les problèmes qu'il y a dans les IA, c'est qu'il n'y a pas assez de quality check. Je vais sortir un exemple et un chiffre. ChatGPT a d'urgence recruté en interne 600 personnes En urgence, avant du coup de lancer, Oh là là. avant de lancer leur système pour faire du du quality check, vraiment D'accord. dans les locaux en interne. D'ailleurs, à peu près pour donner un chiffre, une entreprise qui fait de l'IA aujourd'hui, entre 60 et 65% de son budget, c'est lié à la data. Agrégation, qui coûte très cher, quality check, labellisation, entraînement, serveur, etc. Ok, donc c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la data. Je pense qu'à mon avis, sur les prochaines années, le besoin de data humaine, en fait, il va croître. Après, est-ce qu'il y aura du coup un effet ciseau dans 20-30 ans? Mais on a vraiment le temps. On a une question de Gaufrette qui demande: quel gros client pourrait arriver sur tada.io? Alors Gaufrette, déjà, je le remercie. Il faut savoir que Gaufrette est dans le top des utilisateurs de l'application Tada. Salut Gaufrette. Tout à fait. Donc, il nous a fait énormément de remontées très utiles. Malheureusement, je ne peux pas répondre sur les prochains. Alors, gros je vais la clients qui vont arriver reformuler. sur Tada. Quel serait ton client de rêve pour Tada? Je coupe pas l'interview tant que t'as pas répondu. Mon client de rêve sur Tada, ce serait une boîte, ce serait un GAFAM ou ce serait un OpenAI. Un OpenAI? OpenAI. Ok. Alors, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les géants de l'intelligence artificielle se fournissent chez toi, c'est que t'as réussi. C'est que t'as réussi à C'est que la cocher les promesse est vraiment délivrée. Ou alors, je vais même citer un deuxième typologie de client que je rêverais d'avoir, ce serait un de mes concurrents. Le jour où un de mes concurrents qui vendent de la data se fournit chez Tada pour du quality check, par exemple, c'est qu'on a réussi du coup notre promesse. Ça pourrait arriver d'ailleurs. cases. On passe au jeu? On passe au jeu. Quel jeu? Je ne savais pas. Je te les ai pas envoyés. Alors, J'avais rien à préparer. t'avais rien à préparer. Bon. Juste pour que les gens sachent, il est pas du tout au courant. Et c'est ça qui est très drôle. Du tout. Là, vraiment le. Alors, on fait des petits jeux. Il y en a un qui s'appelle Bullish, Bearish, Bullshit. Bullish, bearish, bullshit. Les casques de réalité virtuelle. Bullish. L'identification vocale. Bullish. Ethereum. Bullish. C'est trop facile. Bullish, bullish, bullish. Réalité virtuelle, c'est une des principales activités dans lesquelles on délivre de la reconnaissance vocale. Un des leaders mondiaux Vuzix aux US, leur casque de réalité du coup augmentée virtuelle, c'est nous derrière. Ah. Enfin, c'est nous qui fournissons la voix. Ce qui est intéressant Donc avec les oui, casques c'est de très réalité intéressant que ce augmentée soit virtuelle, comme du coup il n'y a pas de manette, pour toutes les navigations, les commandes et tout, ça se fait à la voix. Bien sûr. C'est nous derrière. L'intérêt le plus sous-estimé de la reconnaissance vocale est... Le gain de temps. Le risque majeur lié à la reconnaissance vocale serait... Alors je dirais que ce serait un risque sociétal qui est que plus on avance, moins les gens savent lire et écrire, je parle des nouvelles générations. Et du coup, la reconnaissance vocale favorise ça. En 2030, les assistants vocaux seront De partout. partout? Ouais.
D'ailleurs, c'était même un des premiers pitchs que je faisais au début. Alors, dites-vous, avant Amazon Alexa, avant Google, etc., j'allais voir des investisseurs, j'allais essayer du coup de parler aux médias en disant « mais bientôt, on pourra tout contrôler à la voix ». On me prenait pour un fou. Maintenant, on en a tous dans nos tablettes, téléphones, voitures, PC, télé, et c'est devenu normal. C'est la fin de l'interview, William. T'as bien aimé ? J'ai adoré. Bah, merci beaucoup de t'être déplacé. Merci d'être venu nous présenter Tada. Pour rappel, l'interview est en partenariat avec Tada et William ici présents. Merci beaucoup. On met tous les liens en description, disponibles App Store, Apple Store, App Store, Android Store. Alors, pour l'instant, ce n'est pas accessible. Il vous faut un code referral parce qu'on whitelist uniquement certaines personnes à la main. Et j'en ai un. Donc, si vous voulez avoir accès à la bêta, il y a un code en description qui va vous y envoyer. Et en plus, ils vont vous accepter. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous aimez ces formats. William, à très vite. À très vite. Let's go. C'est parti. Coupé.